Il n'y avait que moi, Jaspé, 48 ans, et le bourdonnement d'un réfrigérateur qui devenait plus fort qu'il ne le devrait. Une chambre, un canapé, un fauteuil, une salle de bain avec un miroir que j'évitais. J'avais vécu seule pendant des années, depuis que mon ex-mari, Deka, était parti. La solitude ne me dérangeait plus. Elle m'était familière comme le craquement du parquet ou le léger bourdonnement de la ville. J'avais appris à cuisiner pour une personne, à manger pour une personne et à dormir pour une personne. La vie était prévisible et j'aimais ça, ou du moins, je le croyais. Puis, mon fils est rentré de l'école pour 2 semaines seulement, a-t-il dit, une petite pause après sa 2e année à Michigan State. Je ne l'avais pas vu depuis Noël et quand il m'a envoyé un texto pour me dire qu'il rentrait, mon cœur a fait un petit bond. David était mon ancre, la seule personne qui allégeait le silence. Nous avions toujours été plus proches que la plupart des mères et de leurs fils. Je crois que quand il était petit, nous passions le samedi matin à faire des crêpes, un rire de la pâte renversée. En grandissant, nous partagions les couvertures pendant les soirées cinéma, sa tête posée sur mon épaule. C'était de l'innocence pure, le genre de lien indestructible. Alors, quand il a choisi de passer ses vacances de printemps avec moi plutôt que de partir en avion avec des amis, je n'ai pas posé de questions. J'ai juste nettoyé l'appartement, rempli le réfrigérateur de ses plats préférés, myrtilles, lait d'avoine, ces yaourts sucrés qu'il prétendait détester. Et j'ai attendu, mais quelque chose a changé lorsqu'il a franchi la porte. David n'était plus le petit garçon ingénu que j'avais déposé à l'école. Il était plus grand maintenant, plus large, sa mâchoire plus fine, sa voix plus grave, ses yeux, bien que toujours les mêmes, doux et pensifs, comme s'il était toujours en train de reconstituer un puzzle que personne d'autre ne pouvait voir. Il laissa tomber son sac de sport près du canapé et afficha ce sourire penaud que je connaissais depuis ses 6 ans. « Je vais juste dormir ici, dit-il en tapotant le canapé comme si ce n'était pas un instrument de torture pour son dos. J'ai ri. Hors de question. C'est aussi ta maison, ici. Je ne pouvais pas le laisser dormir sur ce truc. Il s'affaissait au milieu. Il craquait à chaque mouvement. J'avais eu des problèmes de dos quand j'étais enfant et je me souvenais encore des nuits où je lui massais les épaules jusqu'à ce qu'il s'endorme. Le lit était assez grand pour nous deux. Je me disais qu'on l'avait déjà partagé quand il était plus jeune, pendant les orages ou après des cauchemars. Ce n'était pas grave. Cette première nuit, je suis restée éveillée, les yeux rivés au mur, écoutant le rythme de sa respiration. Sa main a effleuré la mienne sous les couvertures, juste une seconde, et mon corps s'est tendu. Non pas parce que j'avais peur de lui, je ne pourrais jamais avoir peur, mais à cause de moi. Quelque chose en moi a vacillé, quelque chose que je ne voulais pas nommer. J'ai fermé les yeux, espérant que le sommeil vienne, mais mon esprit revenait sans cesse à une nuit que j'avais essayé d'oublier. C'était l'été avant que David ne parte pour l'école. Nous étions affalés sur le canapé à regarder une comédie romantique ringarde des années 90, moi pelotonné contre lui, son bras autour de ma taille. C'était comme ça qu'on regardait toujours les films, confortablement proches. Mais ce soir-là, je l'ai remarqué, ses mouvements, sa pression contre moi, une dureté que je ne pouvais ignorer. Il ne s'est pas éloigné. Moi non plus. Nous sommes restés là, silencieux, la télé vacillant jusqu'au générique. Le lendemain matin, il a fait comme si de rien n'était et je me suis laissé croire que je l'avais imaginé. Mais maintenant, avec lui de retour dans mon lit, le souvenir s'accrochait à moi comme des vêtements humides. Je suis Jazz et ceci est mon histoire. Ce n'est pas facile à raconter. Elle est désordonnée, crue et pleine de choses dont je ne suis pas fière. C'est une histoire sur les liens familiaux compliqués, le deuil, la solitude et les choix qui brouillent les frontières du bien et du mal. Si cela vous met mal à l'aise, je comprendrai que vous souhaitiez cliquer ailleurs. Mais si vous restez, sachez que je ne me cache plus. Je mets tout à nu. Non pas pour attirer la sympathie, mais parce que le silence m'a déjà coûté trop cher. Et si cette histoire vous parle, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime, partagez vos impressions dans les commentaires et abonnez-vous à Broken Vow pour plus d'histoires poignantes. Croyez-moi, il y a encore beaucoup à démêler. Je travaille comme codeur médical dans un hôpital du centre-ville, de longues heures,
des dossiers médicaux interminables, des appels téléphoniques incessants. Je suis douée pour ça. Fiable, précise, le genre de personne qui scrute chaque i et croise chaque t. Je ne fais pas de vagues. J'ai quitté Derek il y a 20 ans. C'était un charmeur, avec un rire capable d'illuminer une pièce jusqu'à ce qu'elle s'éteigne. Nous étions mariés depuis 7 ans et je pensais que nous pourrions affronter n'importe quelle tempête. Mais un soir, il m'a regardé par-dessus la table de la cuisine et m'a dit « Je ne t'aime plus. » Comme ça. Il a fait ses valises et est parti. David est devenu mien, tout ce que je l'ai élevé seul. Aucune aide, aucun soutien. Nous avons construit un monde ensemble, crêpes du samedi, films pour les jours de pluie, partagé mes rêves de la nuit dernière et chagrins d'amour. Il était mon confident, mon meilleur ami. Ce que je croyais que nous avions était un don magnifique et rare, mais en train de s'effriter. De retour dans le présent, je me demande si je m'appuyais trop sur lui, si j'avais brouillé les pistes il y a longtemps. Cette nuit-là, dans mon lit, David est apparu 2 jours plus tôt, en prenant le bus précédent parce qu'un professeur avait annulé un cours. J'ai ouvert la porte et il était là, son sac à capuche en bandoulière, son sourire éclatant mais fatigué. Je l'ai serré dans mes bras et l'espace d'un instant, il était redevenu mon petit garçon. Mais en le relâchant, j'ai vu la différence. Sa silhouette était solide, son parfum plus prononcé, moins celui d'un enfant qui sentait les crayons et l'herbe. Nous avons ri. Nous nous sommes installés, avons commandé une pizza. J'ai essayé de rester normal, mais l'air était chargé comme avant l'orage cette nuit-là. Prends le lit, ai-je insisté. On partagera, ai-je dit d'une voix légère. Il a hésité puis a hoché la tête, les yeux fixés sur les miens. Peu importe, nous étions juste mère et fils partageant un lit, comme nous l'avions fait plusieurs fois auparavant. Mais je savais que quelque chose clochait. Les jours suivants étaient un flou de routine, ou du moins, j'essayais de faire en sorte qu'il le soit. Je cuisinais ses plats préférés. On regardait de vieilles séries. On discutait de ses cours, de ses amis, de la fille à qui il envoyait des textos, mais dont il n'était pas sûr. C'était agréable, familier, jusqu'à ce que ça ne le soit plus. Parfois, quand on prenait le même plat, ses mains effleuraient les miennes. La façon dont il me regardait me disait-elle ce que je ne voulais pas voir? Le retournement de situation, me disais-je, n'était rien que je réalisais mon projet à l'intérieur. Mais la vérité, c'est que je le regardais d'une manière que je n'avais pas vue depuis des années et ça m'effrayait. Une nuit, la ville était baignée d'une pluie douce et silencieuse. Fenêtres ouvertes, nous étions tous les 2 allongés dans notre lit. Nos yeux étaient fixés au plafond. La pièce était à peine éclairée. Une seule lampe projetait des ombres sur les murs. Je ne sais pas pourquoi. J'ai commencé à parler, mais mes mots se sont estompés. Avant de pouvoir les arrêter, je lui ai raconté l'histoire de Lily, ma meilleure amie d'école, celle qui était morte, tout sur la naissance de David, les nuits où Decca n'était pas rentré. Lily était mon Noah, jusqu'à ce que je découvre la raison du départ de Decca. Le message vocal avait été laissé par erreur, sa voix douce et intime, évoquant une nuit que je ne connaissais pas. Je l'ai écouté à l'étage, assise par terre dans la salle de bain, le monde s'écroulant autour de moi. J'ai raconté à David comment il m'avait brisé, comment j'avais arrêté de faire confiance, comment j'avais trahi moi-même. Il m'écoutait, le regard fixe, intense. Tu ne le méritais pas, dit-il à voix basse. Tu mérites quelqu'un qui te voit, qui te choisit chaque jour. Ces mots me touchèrent comme une vague lourde, emplie d'un vide que j'avais ignoré pendant des années. J'aurais dû rire, changer de sujet, mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée allongée là, à m'imprégner d'émotions que je ne voulais pas ressentir, incapable de dire quoi que ce soit. Depuis, nous avons parlé davantage, veillé plus tard, partagé des choses que je n'avais dites à personne. Il m'a parlé de ses peurs, de ses rêves, de la pression d'être lui-même. Je lui ai parlé des soirs où je dîne seule, le silence si douloureux. Nous nous rapprochions, pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et je sentais une connexion dangereusement et spontanément grandir entre nous. Puis vint la tempête. Elle frappa jeudi. Le genre de tempête qui fait trembler les fenêtres et qui bouleverse le monde.
L'électricité fut coupée après minuit, plongeant l'appartement dans le noir. Je cherchais des allumettes dans le tiroir de la cuisine quand les lumières vacillèrent et s'éteignirent. La voix de David provenait du salon, calme mais alerte. « Tu vas bien, maman ?» J'ai dit que j'allais bien, mais ma voix tremblait. Nous avons allumé des bougies, 3 bougies chauffe-plat sur la commode, un pilier à moitié brûlé sur la table de chevet. La pièce brillait d'une lueur ambrée, des ombres dansaient sur les murs. J'avais déjà enfilé un vieux t-shirt et des sous-vêtements. Rien d'extraordinaire. David, lui, sortait de la douche, les cheveux mouillés, son sac à capuche et son boxeur collé à sa silhouette. Nous nous sommes allongés plus près que d'habitude. Une tempête se préparait. La pièce était plus fraîche, l'air plus lourd. Je ne sais pas pourquoi je ne me suis pas éloignée quand il s'est approché de moi. Sa main était toujours sur la mienne, le dos d'abord léger puis fort. Puis il m'a attiré plus près, mon dos contre lui, son menton contre mon cou. Mon cœur s'emballa, mais je ne bougeais pas. C'était rassurant, réconfortant, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Son rythme cardiaque s'accéléra, ses hanches se posèrent contre les miennes et je sus qu'il était réveillé. Moi aussi. Dans la lueur vacillante des bougies, dans l'air épais et chargé d'orage, quelque chose se fendit entre nous. Ce n'était pas de l'attirance qui l'avait déclenché, c'était un besoin silencieux, celui qui en dit plus long que les mots. Je me tournai légèrement, juste assez pour croiser son regard et ce fut tout. Il me regarda avec hésitation, comme s'il testait une limite qu'il n'était pas sûr de pouvoir franchir. Et je lui ai répondu. Ce n'était ni passionné, ni précipité. C'était calme, doux, lourd de tout ce que nous n'avions pas dit. Quand je me suis éloignée, ma voix tremblait. On ne peut pas, ai-je murmuré. Ce n'est pas de l'amour, dit des émotions de tout genre, pas seulement avec les autres, mais avec des mots, que tu es seul, a-t-il dit, et moi aussi, je n'avais plus aucune défense. La pluie s'est intensifiée, les bougies ont vacillé et nous avons avancé ensemble, lentement, silencieusement, comme si toute force extérieure pouvait briser le monde. Je ne l'ai pas arrêté, je l'ai laissé faire et à cet instant, j'ai su que j'allais le regretter. Je ne pourrai jamais me défaire de ma colère. Le matin est arrivé comme un coup de poing dans le ventre. Pas de soleil, juste une grisaille qui s'infiltrait partout. Je me suis réveillée la première, mon dos tourné, l'espace vide entre nous. David dormait encore, son visage était doux, presque innocent. Je pleurais, pas à cause de lui, mais parce que je ne savais plus qui j'étais. Je me suis glissée hors du lit. Je me suis aspergé le visage d'eau froide pour me recentrer. Quand David s'est réveillé, il a traversé la matinée comme si rien n'avait changé, a fait du café, m'a demandé si j'aimais toujours le lait d'avoine. Je suis restée là, à le regarder fouetter les jaunes d'œufs, les mains fermes et j'ai eu envie de crier. Savait-il ce que nous avions fait? En comprenait-il le poids? Mais je n'ai rien dit. Je fixais simplement l'assiette qu'il avait posée devant moi. Des toasts. La croûte se détachait comme lorsqu'il était petit. Je ne pouvais pas manger. Je ne pouvais pas le regarder. Cette journée s'éternisa, lourde et lente. Je m'enroulais dans une couverture sur le canapé, le regard perdu dans le vide. David partit se promener. Il dit qu'il avait besoin d'air. Je ne demandais pas où il allait. Il fallait qu'il parte. Dès que la porte se referma, je pris mon ordinateur portable et je tapais des mots que je ne pouvais pas dire à voix haute, après avoir dépassé les limites, confusion émotionnelle après une relation inappropriée, un parent peut-il se remettre d'une erreur? Les articles que je trouvais étaient accablants. Des forums de psychologie, des confessions anonymes. Chaque mot était un miroir que je n'étais pas prête à affronter. J'ouvris le livre d'un thérapeute, un livre que j'avais conservé des années auparavant lorsque mon ami marin me poussait à essayer une thérapie. Je me penchais sur le clavier. Que allais-je dire? Salut, je suis Jacy, mère célibataire et j'ai commis une erreur irréparable. J'ai fermé l'ordinateur, me suis blottie dans le canapé et laissé engloutir par le silence. Ce soir-là, nous n'avons pas dîné. La télévision clignotait, mais je ne la regardais pas. David était assis sans parler. C'était comme une confrontation, mais aucun de nous ne connaissait les règles.
Puis il a parlé, sa voix perçant le silence. J'ai quelque chose pour toi depuis des années, dit-il. Pas seulement en tant que mère, quelque chose de plus. Ma gorge s'est nouée, mes mains se sont serrées. Je n'ai pas compris au début, continua-t-il. Mais quand je suis avec toi, je suis entier. Je lui ai coupé la parole, la voix sèche. Ce n'est pas de l'amour, dis-je. C'est de la solitude, le deuil. Deux êtres brisés priant pour ce qu'ils ne sont pas. Il détourna le regard et dans ce silence, je sus que nous étions allés trop loin pour revenir en arrière. Le lendemain matin, Mara arriva sans prévenir, 2 cafés à la main, son passage habituel avant le travail. Je me suis figé. Le tiroir de la porte de la chambre était entrouvert, le sweatshirt de David jeté sur le canapé, ses chaussures près de la porte. Juste à ce moment, il appela de la chambre, endormi et décontracté. « Dis-moi, maman, tu veux encore du café ?» Le regard de Mara se posa sur la porte puis se tourna vers moi. Son sourire vacilla une seconde, mais ce fut suffisant. Elle me tendit les cafés, se retourna et partit sans un mot. Le silence qu'elle laissa derrière elle était assourdissant. Après ça, je me suis effondrée. Je ne pouvais plus manger ni dormir. Chaque bruit me faisait tressaillir. Chaque regard de David me retournait l'estomac. J'ai supprimé mes réseaux sociaux, annulé des réunions de travail, appelé pour signaler mon état de santé. Je ne pouvais pas affronter le monde avec ce secret qui brûlait en moi. J'ai essayé de parler à David pour lui dire que ce n'était pas bien, que j'avais la tête qui tournait, mais il a haussé les épaules. C'était juste du réconfort, a-t-il dit. N'en fais pas plus que ça ne l'est. Ces mots m'ont tranché, me réduisant à un simple objet, un moment dans un monde froid. Désespéré, j'ai appelé Derek. Cela faisait des années que nous ne nous étions pas parlé, mais j'avais besoin de quelque chose de familier, de rassurant. Il a répondu. Des assiettes qui claquaient en arrière-plan, le rire d'une femme. « Que veux-tu » a-t-il demandé, impatient. J'ai murmuré, j'ai fait une erreur. Il a soupiré, la voix froide. Tu as toujours semé le chaos quand le silence régnait. J'avais envie de crier pour me défendre, mais je n'ai pas pu. Il a raccroché et je me suis retrouvée seule, ces mots résonnants. Peut-être étais-je instable, peut-être l'avais-je toujours été. Quand David est reparti à l'école, je ne l'ai pas accompagné. Je me suis assise au bord du lit, les yeux fixés par terre tandis qu'il fermait sa valise. Il s'est arrêté à la porte, m'a regardé, mais n'a rien dit. « Envoie-moi un SMS quand tu atterris », ai-je dit d'une voix neutre. « Ouais », a-t-il répondu et il est parti. 1 heure plus tard,